Bonjour tout le monde. Ce matin, je voulais vous montrer un petit peu comment moi je procède pour faire la correction d'un travail de recherche quand je reçois l'introduction et la bibliographie. La première chose que je vais regarder, en fait, c'est le titre. Donc, le titre devrait m'informer sur le contenu du travail. Je devrais savoir, juste en lisant le titre, ça parle de quoi. Ça, c'est assez important dans un travail de recherche. La deuxième chose que je vais chercher, c'est l'introduction. L'introduction, habituellement, les étudiants ont tendance à commencer avec des généralisations, c'est-à-dire les chiens ont quatre pattes, depuis la nuit des temps, les gens ont toujours été malheureux. Il faut éviter de commencer avec des généralisations parce que c'est inutile et ça ne m'intéresse pas, ça ne m'explique pas en quoi le travail est intéressant et important. C'est beaucoup mieux d'accrocher son lecteur avec quelque chose qui me montre que le sujet est vraiment intéressant. Par exemple, cet étudiant-là que vous ne connaissez pas, il étudie dans un autre cégep pour préserver son anonymat. Il m'explique que le suicide est une des causes, la troisième cause importante de décès chez les jeunes de 10 à 24 ans. Donc ça, évidemment, c'est une statistique qu'il va, il va soutenir par une notation qui va me permettre de savoir ça vient d'où. À chaque fois que vous utilisez un chiffre, une statistique, je veux savoir ça vient d'où pour me montrer que vous n'avez pas inventé cette statistique-là. C'est sûr que si vous me dites au Canada, il y a 10 provinces, je m'attends à ce que la plupart d'entre vous sachiez ça. C'est quelque chose, vous n'avez pas vraiment besoin de me dire ça vient d'où. Il y a 10 provinces au Canada. C'est ce qu'on appelle une évidence. Quelque chose qui est communément appris par les étudiants de votre âge, vous devriez le savoir. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer que l'être humain a deux bras. Mais par contre, si vous me dites que selon les statistiques, la troisième cause de décès chez les jeunes, c'est le suicide, ben, il faut me dire ça vient d'où? Sinon, je vais me dire, mais as-tu inventé ce chiffre-là? Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous citez les paroles de quelqu'un, que vous prenez une idée dans une source, vous devez me dire ça vient d'où, mais aussi quand vous utilisez des statistiques ou des chiffres, ça, c'est vraiment important. Ensuite, je vais continuer à lire et je vais me poser la question de quoi ça parle ce travail-là. Euh, donc, je vais commencer à lire et là, il me parle d'intimidation à l'école. Je sais qu'il s'intéresse principalement à l'Amérique du Nord et aux adolescents et aux enfants. Puis, il s'intéresse spécifiquement à la dernière décennie. Donc, j'ai beaucoup d'informations dans l'introduction et je commence à comprendre un peu ça parle de quoi. Ensuite, moi, ce que je vais chercher dans l'introduction, c'est aussi la thèse. La thèse, c'est vraiment, premièrement, qu'est-ce que je peux m'attendre à apprendre en lisant votre travail? Par exemple, si votre question de recherche, c'est quelles sont les causes du tourisme sexuel, la thèse, ça devrait être la réponse. Donc, les causes du tourisme sexuel sont blablabla, blablabla et blablabla. Ça serait votre thèse. Donc, vous pouvez voir la thèse, ou on l'appelle aussi en français l'idée principale, euh, euh, comme une réponse à votre question de recherche. Donc, dans l'introduction, il faut absolument que je retrouve une réponse à votre question de recherche. Vous pouvez me mettre votre question de recherche dans l'introduction, comme ça, et ensuite y répondre. De cette façon-là, je sais où trouver la thèse. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Ce n'est pas nécessaire si jamais vous préférez pas le faire. Comme vous voyez, hein, c'est possible dans l'introduction de définir les termes. Lui a décidé de parler de la victimisation par les pairs, puis d'expliquer ça veut dire quoi. C'est une chose, c'est pas obligatoire, mais c'est une chose que vous pouvez faire aussi dans l'introduction. Donc, n'oubliez pas, l'APA, si vous voulez faire des citations dans le texte, vous devez mettre le nom de famille et virgule, et vous mettez la date de l'année. Moi, si je cherche dans la bibliographie, je dois m'assurer que Mitchell est dans ma bibliographie. Donc, je l'ai trouvé. Ici, l'étudiant a fait une erreur, il a mis
une adresse email dans la bibliographie. C'est vraiment étrange. Il ne faut pas mettre d'adresse email dans une bibliographie. Mais je vois que Mitchell, hein, il est avec plusieurs personnes. On ne va pas tout mettre, on va mettre Mitchell et les autres. Et al, que vous voyez ici, ça veut dire et les autres. Ça m'indique qu'il n'y a pas juste Mitchell, il y a plein de monde avec lui. Mais bon, on ne peut pas en écrire 8 noms, mais on écrit juste le premier nom, le nom du premier auteur. Dans le système universitaire, le premier auteur est la personne la plus importante, donc généralement le professeur ou le chef. Puis les autres sont souvent des étudiants ou des gens un petit peu moins importants dans la hiérarchie. Donc, c'est parce que c'est le premier auteur qu'on va écrire dans les travaux de recherche. Des fois, on peut en écrire 2, mais plus que 3, là, on va écrire et al. Et al est un mot latin qui signifie et les autres. Il y en a aussi dans le système APA, je sais que M. Mitraska le fait, qui demande de donner la page exacte. Donc, oui, si on donne une citation exacte qui vient d'une source où on a la page, certains professeurs vont vous demander de dire, ben ça vient de la page 45. Et ça, vous pouvez le faire aussi dans le style APA pour citer vos sources. Il faut citer en APA à la fin des phrases et à chaque fois qu'on a une phrase qui nécessite une citation, il faut répéter. Donc, des fois, les étudiants n'aiment pas ça parce que 3 fois, ils vont répéter Mitchell 2016 dans le même paragraphe, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait dans un travail de recherche. Honnêtement, il faut toujours me dire la provenance de vos sources. Hein. Si je retrouve aucune citation dans tout votre travail, mais je vais me dire, cette personne-là, elle a fait aucune recherche, zéro recherche, parce que je ne sais pas d'où vient la provenance de vos informations. Et ça, c'est un échec. Là. Si je ne sais pas ça vient d'où, vous pourrez pas vous pourrez pas passer là, pour ce travail-là qui vaut 25 de votre note finale. Bon, ensuite, dans la bibliographie, moi, ce que je vais regarder, c'est la pertinence des sources. C'est pour ça que je vais vous demander de me mettre les hyperliens parce que moi, je vais aller les regarder. Quand je regarde la bibliographie, vous voyez, elle est en ordre alphabétique et l'étudiant m'a donné des hyperliens qui me permettent d'aller cliquer dessus et d'aller voir pour vérifier si ces sources existent vraiment et si elles sont fiables. Donc, la fiabilité des sources, je vous avais fait faire un exercice la dernière fois. N'oubliez pas, une source fiable, c'est une source qui est vérifiée, on connaît qui est l'auteur, cet auteur-là a une bonne réputation, c'est un journaliste ou un expert dans la situation. Vous pouvez aller choisir des médias, vous pouvez aller choisir des personnes qui travaillent dans des universités, mais il faut absolument aller regarder qui est l'auteur. Si vous ne le savez pas, mettons que vous vous promenez là, sur Internet puis vous voyez une source, mettons que je cherche mettons, histoire de la Grèce. Puis là, je cherche une source sur l'histoire de la Grèce. Premièrement, je tombe sur Wikipédia. Wikipédia, on n'utilise pas parce qu'on ne sait pas qui est l'auteur de cette source. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise source, mais c'est qu'on ne le sait pas. On ne sait pas la réputation de la personne. Ensuite, je continue à chercher, puis là, je tombe sur Histoire pour tous. Alors là, moi, j'ouvre le site, puis je me demande, est-ce que c'est une bonne source? Méfiez-vous quand il y a des sortes de pop-up et de publicité. C'est généralement pas une source super fiable quand vous envoyez. Et là, moi, ce que je vais chercher, pour voir si c'est une source fiable, je vais aller voir, d'habitude, il y a une section qui nous annonce qui est l'auteur. Et là, bon, j'ai vraiment beaucoup d'affaires louches là, qui se passent. Ça éveille mes soupçons. Et là, je vais voir qui est l'auteur. Histoire pour tous est écrit par, on ne sait pas trop, qui est l'auteur. Bon, on a plein de listes ici, mais on ne sait pas c'est qui, puis on ne sait pas les auteurs, qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas c'est quoi leur crédibilité. C'est assez vague aussi. C'est un magazine en ligne spécialisé sur le thème de l'histoire, destiné aux curieux. Bon, moi, je ne citerai pas, je ne considérerais pas ça comme un site fiable. Rendu au collégial, surtout à l'université, on va vraiment privilégier des experts dans le domaine. Si je retourne à mon étudiant est allé chercher des articles dans les
ces périodiques scientifiques. Et je le sais parce qu'il les cite de façon avec la PA des périodiques scientifiques et il est allé les trouver sur des banques d'articles scientifiques. Donc, je sais que ce sont des choses vraiment utiles et que ça a été révisé par des experts. Ça a été écrit par des universitaires, ça a été révisé par des experts. Euh, Par exemple, santé mentale au Québec. Je pourrais googler santé mentale au Québec pour voir que c'est vraiment une source spécialisée destinée à un public universitaire. Bon, moi, je vous en demande 5 à 10 sources de qualité. Je vous demande de ne pas trop en mettre, mettez-moi-en pas 35 parce que moi, je vais toutes les vérifier puis je vais toutes aller les regarder. Donc, assurez-vous de bien faire ça. Et ensuite, je vais me poser la question, est-ce que les sources vous permettent de répondre à la question? Donc, par exemple, si vous me prouvez que, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de prostitution en Thaïlande et je ne vois rien dans votre bibliographie qui porte sur la prostitution, ben, je vais me poser la question, est-ce que cet étudiant-là a vraiment trouvé les sources qui vont lui permettre de répondre à la question? Donc, ce sont toutes des questions que je me pose lorsque je me mets à corriger votre travail, celui-là valant 5 moi, mon objectif en vous faisant faire un pré-travail, c'est un peu d'intercepter les étudiants qui ont beaucoup de difficultés ou qui font un travail de recherche pour la première fois, de manière à ce qu'on puisse avoir un rendez-vous pour parler du travail, puis un peu leur expliquer, puis leur offrir une attention personnalisée. Donc, certains d'entre vous avaient fait plusieurs travaux de recherche. Certains d'entre vous, ben, c'est la première fois. Donc, si jamais c'est la première fois, sachez qu'on peut se parler, on peut avoir un rendez-vous Zoom virtuel ou Skype ou quoi que ce soit, et ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous avez des questions, je serai également disponible pour y répondre. Bonne journée! Quoi?